Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, je reçois Bruno. Salut Bruno. Salut Victor, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un focus sur les faux dossiers de location et comment les détecter. Exactement, donc c'est bien un enregistrement sur les faux dossiers. Les impayés, on verra ça une autre fois. Ouais, voilà, pour ceux qui nous écoutent, en fait, ça fait 4 fois qu'on recommence, 3 fois qu'on recommence l'épisode. Pourquoi ? Parce que je fais un focus sur les impayés, mais non, aujourd'hui on est sur les faux dossiers. Ça viendra, on va plutôt se concentrer sur ce qui se passe avant d'avoir des impayés, donc comment bien choisir son candidat, comment vérifier les dossiers de location. Les impayés, ça viendra après. Si tu passes pas assez de temps pour choisir tes candidats, tu peux avoir des impayés, mais ça sera un autre sujet. D'après les informations que tu as collectées, alors source BFM, 67% des locataires falsifient leur dossier de location pour se loger. Est-ce que toi, tu as regardé autre part ? Tu vois à peu près quel genre d'éléments, d'où ça vient ? Oui, alors le chiffre est assez important, je pense qu'il est assez méconnu de la part des bailleurs, parce qu'on ne vit pas forcément dans le monde des bisounours, et donc il faut le savoir que c'est important qu'il y a beaucoup de faux dossiers. Il y en a de plus en plus aujourd'hui avec la crise du logement, qui aggrave le phénomène. Il y a eu la crise du Covid qui a aussi vachement aggravé le phénomène. En fait, à chaque fois qu'on a une crise, que ce soit la crise financière en 2008, la crise du Covid, en fait, ça vient systématiquement augmenter dramatiquement en fait, le nombre d'impayés. Donc là, effectivement, pendant le Covid, tu as ceux qui n'avaient plus de travail, ceux qui sont séparés, ce qui fait qu'à chaque fois, les gens se retrouvent dans des situations non prévues, non prévisibles, et ils ne peuvent plus payer leur loyer. On n'est pas sur les impayés, on est sur les faux dossiers. On est bien, non mais je voulais voir si tu suivais. Je vois, ouais. Donc pour revenir sur les faux dossiers, voilà, location, donc c'est effectivement lié à la crise du logement. Tout simplement parce qu'il y a énormément de candidats. Typiquement, moi, quand je mets en location, j'ai plus d'une centaine de demandes pour une place. Donc, c'est comme quand tu postules en fait un job. Le RH, il est confronté à étudier des dizaines et des dizaines de CV. Donc là, il faut se dire que comme la démarche est la même, c'est d'essayer d'un peu d'embellir son dossier. Donc, sans trop de surprise, l'élément du dossier qui est le plus falsifié. Tu as une petite idée ? Oui, parce qu'en fait, je le vois en face de moi, là, c'est les fausses fiches de paye. 60%, donc 59, mais 60%. Donc, en fait, il y a un truc qui marque là. 67%, donc quand je reçois un dossier, plus d'un dossier sur deux, voire 2 dossiers... T'as une chance sur 2 à peu près qu'il soit falsifié. Donc ça, c'est un phénomène qu'on remarque effectivement principalement dans les villes où tu as beaucoup de demandes. Le chiffre sera certainement plus petit dans des zones où il y a moins de demandes. Donc, je pense qu'il y a un biais important. Okay. Mais l'important à prendre conscience, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un peu devenu la règle pour se loger d'embellir son dossier de location. Tout simplement pour être sur le dessus de la pile. Et le bulletin de salaire, c'est le document qui est le plus falsifié. Tout simplement parce que c'est un peu la première chose que tu regardes. Quand tu veux choisir un candidat, c'est quoi ses revenus? Est-ce qu'il va finalement pouvoir payer son loyer? Après, on a les fausses adresses de caution qui arrivent en deuxième document le plus falsifié, les fausses pièces d'identité en troisième document, et le quatrième document le plus falsifié, c'est l'invis d'imposition, où tu retrouves aussi, bien sûr, les revenus que tu gagnes à l'année, quoi. C'est quoi les risques Je crois que je l'ai déjà demandé, mais parce que si on se permet, s'il y a plus d'un Français sur 2 qui font ça, enfin, ils risquent quoi ? Pour les locataires, en fait, le risque, c'est un risque qui est condamné par la loi. Donc, tu peux avoir des peines de prison et des amendes à payer. Donc,
le plus souvent, c'est plutôt des amendes administratives à payer. Si, bien sûr, tu es dénoncé ou le propriétaire veut te poursuivre. Et ça ne marche que lorsque tu as pu détecter un faux dossier. Parce que on le verra dans les chiffres après, tu as plus d'un propriétaire sur 2 qui prend la peine de bien vérifier toutes les pièces d'un dossier de location. Donc 1 sur 2, ça veut dire que le reste, les restes des propriétaires, ils se disent ok, lui il a l'air sympathique, je fais la visite, il a une bonne tête, bon ok, il gagne bien sa vie, ok, je le prends. Mais il y a quand même un petit travail à faire sur un dossier de location avant de y aller. Donc je pense qu'à la suite de ce podcast, les personnes qui nous écoutent auront au moins pris conscience qu'il faut passer du temps, 10-15 minutes sur un dossier de location. Après, tous les dossiers ne sont pas falsifiés, mais en tout cas, il faut être dans cette démarche-là pour faire le tri en amont. De toute façon, il y a tellement de dossiers aujourd'hui, tellement de candidats qu'il faut faire un tri. Donc ça, c'est l'objet du premier tri. Après, il y a d'autres critères plus subjectifs qui peuvent rentrer en jeu, quoi. Donc là, ce que tu disais, là tu l'as un petit peu dit, donc le marché de la location est très tendu et ce qui entraîne un grand nombre de faux dossiers. Après, ça dépend, parce que là on parle d'endroits, on va parler d'endroits comme Paris, l'Île-de-France, enfin de zones tendues. Il y a d'autres endroits où finalement, tu vois, moi j'ai des biens où ça peut prendre je dirais 2 semaines, 2 semaines à 3 semaines pour trouver quelqu'un, tu vois. Il n'y a pas autant de dossiers que ça. C'est pas comme toi où tu mets. Toi, c'est, je pense, en Ile-de-France avec des loyers encadrés, donc tu dois être pile dans ce que veulent les personnes, c'est ça ? Il y a tellement de demandes qu'effectivement, les candidats ils veulent se loger absolument, c'est vital pour eux. Donc ils sont prêts à modifier, on le verra. Après, c'est ultra simple de modifier, de falsifier un document. Donc dans des régions, enfin dans des villes où tu as peu de demandes, il y aura moins de risques, effectivement, parce que les candidats vont pas s'amuser ils sont pas en concurrence les uns avec les autres. Là, il y a une vraie concurrence entre locataires pour avoir le logement. Et moi, je le vois maintenant de plus en plus. On l'avait pas ça il y a quelques années. Les gens font la queue pour aller visiter, quoi. Voilà, donc c'est aussi lié au fait qu'on soit dans des villes où il y a un manque considérable de logements alloués, qu'il y a une très très forte demande. Et puis, il y a un autre point aussi qu'on pourrait ajouter, qui peut toucher l'ensemble de la France, c'est ceux qui prennent une garantie loyer impayé auprès d'un assureur. Aujourd'hui, les assureurs prennent que les meilleurs dossiers. Normal, parce qu'ils veulent limiter le risque. Et donc, ils ont un contrôle systématique avec des critères, notamment sur la solvabilité, et d'autres critères qui font qu'ils vont prendre que les meilleurs dossiers. Donc, il y a le fait qu'il y ait peu d'offres, beaucoup de demandes, des assureurs aussi aujourd'hui qui mettent des limites assez hautes qui font qu'on ne rentre pas trop ou plus trop, tu vois, en province pour avoir, dans des villes où tu n'as pas forcément des locataires qui sont cadres sup, demander 3 fois le montant du loyer, c'est difficile. Les règles au niveau de la GLI, de la garantie loyer impayé, c'est la même au niveau national, que tu sois, peu importe en fait le niveau de vie, les critères ne changent pas. Donc ça crée aussi un déséquilibre en amont. Donc les personnes qui sont SMIC, généralement, elles ont du mal à se loger parce qu'elles ne rentrent jamais dans des critères des assureurs, quoi. Surtout ça, c'est des modèles qu'on retrouve surtout quand tu passes par des agences immobilières qui aujourd'hui systématisent la mise en place de la GLI pour le bailleur, quoi. Il y a un problème dans tout ce truc-là, parce qu'on est en train de dire que la moitié des Français fraudent et font des faux documents qui sont des documents en plus avec beaucoup d'importance, hein, parce que ton bulletin de salaire, ton avis d'imposition et ce qu'on a vu tout à l'heure, il y avait aussi ta carte d'identité, voire même l'adresse de tes garants. Donc maintenant, c'est devenu une norme, quoi. Alors c'est devenu effectivement une norme. Moi, ça m'a toujours un petit peu impressionné ces chiffres. Après, c'est devenu de plus en plus facile de faire des faux. Tout simplement parce que maintenant tous les documents sont numérisés. Donc tu vois, tes bulletins de salaire, c'est au PDF, tes avis d'imposition, même les impôts, tu vois, ils sont mis au format PDF. Tu prends n'importe quel logiciel sur ton PC type Paint, sans aller jusqu'à du Adobe Photoshop, tu peux facilement modifier le revenu net. Tu vois, c'est un chiffre à modifier sur le bulletin de salaire. Ça, c'est quelque chose qui est assez facile à faire. Après, en plus, tu as des sites qui te proposent de falsifier. Donc, tu achètes une prestation, je veux faire falsifier mes bulletins de salaire. Tu vois, tu fais une recherche sur Google, j'en avais mis un, on va pas le citer pour leur faire de la pub, mais tu as des outils, tu as des services qui sont mis à disposition des locataires pour créer des faux documents.
Moi, je trouve ça assez. En vrai, je trouve ça assez inquiétant parce que. Après, je sais pas. C'est peut-être comme les limitations de vitesse, tu vois. Je me rends pas compte combien de Français dépassent limitation de vitesse. Moi, quand je conduis, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, tu vois. Parce qu'à chaque Ouais. fois, tu vois, par exemple, tu es à Paris. Alors, à Paris, c'est 30 km/h maintenant. Tu veux sortir de Paris, tu roules à 30. Il y a je sais pas combien de gars qui vont te coller parce qu'ils veulent conduire plus vite. Ils te dépassent, ils sont à 40, tu vois, facile. Hmm. T'es sur le périph', c'est pareil. Donc, après, je présume qu'il y en a plein qui fraudent pas. Mais là, on est quand même en train de dire que la moitié des gens. Donc, quand tu as un système où la moitié des gens fraudent, il y a peut-être un problème, non? Bah, tu prends là, tu citais la comparaison avec les automobilistes, tu prends ceux qui font du vélo. Tu vois, les feux rouges, personne. Moi, j'ai jamais vu aucun. Peut-être il y en a un sur Alors, 50 qui s'arrête. ouais. Parce que tu vois une voiture de flic à côté. Mais honnêtement, moi, je fais beaucoup de vélo. Voilà, c'est aussi devenu la règle. Et il faut pas le faire. Je suis conscient, il faut pas le faire. Parce que voilà, mais tu vas. C'est pas la même chose, hein. C'est pas, Pour, pour moi, c'est pas la même chose, sauf que il est rouge, t'as pas le droit d'avancer, tu dois t'arrêter, tu peux avoir des voitures qui arrivent dans l'autre sens, tu peux te faire renverser. Voilà, c'est aussi une. Ça peut être grave de conséquences aussi. ouais, mais c'est pas. Tu sais, t'es pas en train de te dire, ok. Enfin, je sais pas Et c'est pourquoi pas moi un besoin vital. Voilà, je, on le je me compare par dis. rapport au vélo, mais c'est pas un besoin vital, le griller un feu rouge. Là, on parle de se loger. Donc c'est vraiment un besoin vital de se loger. Et quand tu as une offre pour 100 candidats, aujourd'hui, c'est dans les villes où tu as une forte tension locative. Tu vois, on parle de Paris, mais il n'y a pas que Paris, hein, c'est pareil un peu partout dans les grandes villes. Bah, quand tu veux absolument te loger parce que, je sais pas, t'es étudiant, tu dois emménager à partir de telle date, tu t'es séparé, tu as un nouveau boulot qui commence, pour X raisons, tu es dans l'urgence. Aujourd'hui, les gens, ils sont un peu dans l'urgence, ou ils sont séparés, ou autres, ils ont besoin de se loger rapidement. Bah, soit tu prends ton temps et tu attends des mois et des mois avant de trouver quelque chose, soit tu t'accélères le processus et tu dis, bah, tu mets toutes les chances de ton côté, euh, de façon un peu hors piste, illégale, quoi. Du coup, ce que tu disais, c'est faux usage de faux. Donc ça, Ouais. ouais, c'est ce que risque le locataire. Donc 45 000 euros, 3 ans de prison, quoi. Oui, ça, c'est les Et peines maximales qui sont. personne se fait choper, quoi. Non, parce qu'il y a pas délation, il n'y a personne qui va aller voir un locataire. Déjà, il faut le savoir que tu t'es fait, que tu as des faux dossiers. Nous, on a des propriétaires qui s'en sont pas rendus compte et qui, a posteriori, se disent ah oui, finalement, j'avais pas pris le temps de vérifier ou je me suis aperçu qu'un document était falsifié, mais le locataire, il était déjà en place dans les lieux. Donc après, tu peux rien faire, quoi. Tu laisses. Tu le laisses comme ça. Donc ça, effectivement, ça c'est ce que dit la loi, effectivement, et c'est tout usage de faux est répréhensible. Donc il faut, voilà, en tout cas, il faut vraiment, vraiment prendre le temps d'étudier. Là, on va le voir là, Allez, allons-y. cet enregistrement, quelques techniques pour décrypter, on va dire, Alors, on va les voir. pièces justificatives. Allez, on va mettre nos yeux de détective. Donc, 54% des propriétaires procèdent à des vérifications selon PAP. Et du coup, là, ce que tu nous dis, c'est quels sont nos risques si on ne check pas les dossiers. Alors, le premier, ça fera l'objet d'un prochain sujet, c'est les impayés. Tu vois, je l'avais là. Ça, c'est assez facile de comprendre pourquoi, hein. Tu prends des locataires qui ont triché sur leur bulletin de salaire, ils se mettent à risque parce qu'ils ne vont pas forcément avoir assez d'argent pour payer leur loyer. Donc, derrière, tu as plus de chances d'avoir des impayés, donc d'être en difficulté pour rembourser tes crédits. Et puis, l'autre aussi qui est assez important, si tu as pris par exemple une assurance garantie loyer impayé, et que tu n'as pas fait le check et tu t'es pas assuré que les documents étaient conformes, le jour où tu as un impayé, l'assureur, lui, la première chose qu'il fait, c'est qu'il reprend le dossier du candidat et qu'il le passe au scanner. Et s'il s'avère qu'il y a un souci, il y a une déchéance de garantie, donc tu n'es pas assuré pour ce risque. Donc en gros, là où tu payes une prime d'assurance tous les mois, justement pour couvrir le jour où tu aurais un impayé, l'assureur te dit non, tu n'as pas fait le boulot en amont correctement, donc je t'indemnise pas, je te rembourse pas tes loyers. Donc ça aussi, petite prudence quand vous choisissez un assureur pour souscrire une garantie loyer impayé, regardez qui prend la responsabilité de vérifier les dossiers de location. Donc soit vous le faites en direct, c'est l'assureur qui vous dit non, moi je m'assure de tout et vous le propriétaire vous avez rien à faire. Soit c'est l'agence immobilière, mais bien s'assurer le rôle et la responsabilité de l'agence immobilière. Est-ce que c'est elle qui le certifie ou c'est l'assureur qui le certifie derrière, ou sinon passer par des assureurs qui mettent le tampon en amont de souscrire. Et nous, c'est ce qu'on propose aujourd'hui. On met un tampon, dossier certifié conforme, il n'y a pas de souci.
l'assureur ne pourra pas derrière vous dire non, désolé, vous n'avez pas vérifié le dossier en amont. Donc ça, c'est important aussi. Donc là, on reprend les bases du dossier. On a le droit de demander quoi quand on fait un dossier, du coup? Alors là, c'est pareil, c'est encadré par la loi. Donc ça, c'est pour tous ceux qui font de la location, il y a une réglementation qui est assez stricte. Donc en gros, il y a 5 types de documents. Tu as les justificatifs d'identité, donc ça peut être carte d'identité, passeport, donc à jour. Ça peut être ensuite, c'est un justificatif de domicile. Généralement, on demande des quittances de loyer. Si c'est un propriétaire, on demande la taxe foncière. On veut moi, ils m'embêtent vachement sur un logement là. C'est un assureur. Non, c'est pour assurer effectivement un gars qui veut s'assurer. Non, c'est une banque. Alors je sais pas pourquoi. C'est une banque qui demande à un de mes colocataires de justifier de son domicile. Et moi, je vais envoyer j'ai envoyé des quittances de loyer. La banque est là, non, on les veut pas. J'ai envoyé. Alors c'est pas EDF parce que c'est dans l'est, donc c'est une autre. C'est un truc de l'est, quoi. Ouais. J'ai envoyé un autre. Enfin, à chaque fois, ils me disent non. Et la banque, je sais pas ce qui leur arrive là, ils sont en train de demander. Ouais, franchement, je comprends pas trop, mais ok. Ça, c'est les documents spécifiques pour la location. Tu vois, justificatif de domicile, c'est ce qui est demandé. Toi, par exemple, si tu fournis une facture EDF, ça marche pas. Ça fait pas partie des documents demandés. Après, peut-être que pour la banque ou les assurances, c'est autre chose, mais là, pour la location, c'est ceux-là qu'on demande, tu as le droit de demander. Justificatif de situation professionnelle. Donc, soit une carte d'étudiant, soit un contrat d'apprentissage, soit ton contrat type de travail, donc type CDI ou CDD. Après, il y a tout ce qui est cas profession libérale, dirigeant, artisan. Donc là, on demande généralement le CABIS. Demande 4 mois, c'est ça? 3 mois là, t'as 3 mois. Ouais, c'est 3 mois. Donc, ou la carte professionnelle si tu es en profession libérale. Donc là, c'est effectivement segmenté par type de profession. Le 4e document, c'est le justificatif de ressources. Donc, si tu es étudiant, tu ne gagnes pas d'argent, donc ça, c'est la carte d'étudiant. Si tu es salarié, on te demande généralement les 3 derniers bulletins de salaire. Et si tu es donc dirigeant ou patron, on te demande plutôt les derniers bilans. Donc ça, généralement, c'est toujours même pour les prêts bancaires, quand tu fais un prêt à une banque, c'est toujours assez galère parce que il faut fournir les 3 derniers bilans comptables. Donc là, en l'occurrence, c'est pareil pour la location. Et le dernier document. Oui. Alors le dernier document, c'est l'avis d'impôt. Ok. L'avis d'imposition qui que tout le monde a, sauf ceux qui ne travaillent pas. Et à ce moment-là, on peut remplir une attestation de non-ressources. Ils en ont quand même un, non? Avec 0? Non, les étudiants, ils n'ont pas d'avis d'impôt. Ah oui, pardon, excuse-moi. Oui, je pensais ceux qui... Quand tu n'as pas de revenus, généralement, on te demande de remplir une attestation nous, on fournit aussi. Donc, c'est je sous-signé, ne pas avoir touché de revenus. Et donc, ça fait office de déclaration, d'attestation. Moi, tu vois, il y a un truc qui m'embête, c'est je repense à ces dossiers-là. Là, aujourd'hui, c'est tellement facile d'ouvrir des... tu vois, je pense aux cryptos ou je pense à d'autres choses. Avec les informations qu'on récupère d'un dossier de location, on peut quasiment tout faire, tu vois. Moi, on peut te choper ta ligne téléphonique, on peut te récupérer, on peut faire énormément de choses. Oui, tout à fait. Alors, moi, ça va parce que je suis plus... moi, ça m'embête d'envoyer ma pièce d'identité sur certaines plateformes. Tu sais, on te les demande pour, je sais pas, vérifier quelque chose ou je sais pas quoi. Moi, je trouve ça... ça me fait vachement peur, tu vois. On a dû te la demander au moment de la création de Monsieur Hugo. J'espère que tu nous l'as fourni. Je pense que oui, je ne sais plus. Après, donc c'est chez toi, tu vois. C'est partout. Maintenant, j'ai peur, tu vois. Mais tu as des obligations légales dès lors que tu touches à la finance ou même à l'ouverture de compte bancaire, de ce qu'on appelle de justifier les KYC. Donc ça se fait par une carte d'identité. Après, effectivement, tous ces documents-là que tu demandes, il y a de plus en plus maintenant de locataires qui ne veulent plus les transmettre avant d'avoir visité le bien. Donc, tu dis non, moi, les documents, je vous les donne après. Petit 1, je visite le bien. Si ça m'intéresse, petit 2, je vous transmets mon dossier. Et ensuite, vous me dites si vous voulez me prendre ou non. Parce que tu prends des plateformes comme Le Bon Coin, où il y a beaucoup de fraude. Les gens maintenant ne veulent... Je suis d'accord avec toi, moi, je ne le ferai pas. Si j'étais locataire, je donnerais mes documents qu'à la fin. Et ça aussi, c'est quelque chose, une mentalité qui a pas mal évolué depuis. Parce que je me rappelle, avant, les propriétaires disaient ah non, mais nous, il nous faut absolument tous les documents avant même de te faire visiter le logement.
Maintenant, c'est de plus en plus difficile de l'exiger. Parce que tu ne peux pas l'exiger si le locataire ne veut pas, il ne fait pas la visite. Mais en tout cas, moi, je conseille effectivement maintenant de demander les documents après la visite. Ça rassure le locataire de se dire c'est bien une vraie personne, c'est bien un vrai logement. Je peux transmettre mon dossier. Alors si tu ne le fais pas, aussi, la fraude, elle se fait aussi dans l'autre sens. Hein. C'est-à-dire côté propriétaire qui peut utiliser les documents pour usurper ton identité, ouvrir des comptes bancaires, ouvrir des abonnements téléphoniques, etc. etc. quoi. Ah ouais, c'est hyper rapide hein, quand tu vois les... bref. Et donc là-dessus, juste pour revenir Ouais. sur ces documents-là, typiquement, nous, ce qu'on fait lorsque le locataire va déposer son dossier de location sur Monsieur Hugo, on va automatiquement mettre un filigrane sur l'ensemble des pièces justificatives. Et dans le filigrane, il y a écrit « Dossier ne peut être utilisé qu'à des fins de location ». Ok. Donc ça, on vient sécuriser aussi le processus côté locataire, justement pour diminuer le risque de fraude et l'usurpation des documents. Malheureusement, des fois, ça arrive. Quoi. Qu'est-ce que j'ai pas le droit de demander en tant que propriétaire ? Alors, les documents qui sont interdits, c'est tout ce qui concerne des documents d'ordre privé. Donc, tu n'as pas le droit de demander, par exemple, la carte d'assuré social, le dossier médical, l'extrait de casier judiciaire, la carte vitale. Donc tout ça, bien sûr toutes les informations liées à la santé, tu n'as pas à le demander. Donc, les deuxièmes points, c'est tout ce qui concerne les documents bancaires. Souvent, on a des propriétaires qui nous disent « mais j'aimerais bien avoir votre relevé bancaire pour voir un peu l'état de vos finances ». Non, ça, tu n'as pas le droit de demander à un locataire ses relevés de compte bancaire, ni le RIB, ni savoir quels sont ses crédits, est-ce qu'il a des crédits ou pas, est-ce qu'il a des dettes. Donc voilà, donc tout ce qui est lié à l'information privée de la santé et bancaire, il ne faut surtout pas le demander parce que pareil, si tu le fais, tu as aussi des risques d'amende. Ouais, en vrai, tu risques quoi ? Parce que tu vois... En fait, si tu le demandes en tant que propriétaire, c'est toujours pareil, hein, tu retrouves des amendes qui peuvent aller jusqu'à 3 000 €. Donc là, pareil, si le locataire te dénonce ou il porte plainte, en tout cas, voilà, c'est des choses qui sont réglementées aussi par la loi. C'est hallucinant ce truc. Il y a un des mecs sur deux qui gruge. Et si toi, tu demandes juste au mec, vas-y, montre-moi si tu as de l'argent sur ton compte bancaire. Et en gros, si tu as eu de l'argent les 3 derniers mois, juste pour vérifier. Tu sais, moi, tu vois, par exemple, moi, quand je louais des appartes, souvent, moi, je suis pas dans les conditions des 3 fois le montant du loyer, tu vois. Quand tu loues à des personnes qui sont, tu vois, un peu en alternance, mais tu sais, tout début d'alternance, quand tu commences, je crois que tu peux être à 700 € en alternance quand tu es après le bac, je crois. En stage. Ouais, stage. Non, alternance, mais en fait, en fonction de ton âge. Ah, c'est au tiers du SMIC, oui, exactement. En fait, ouais, t'as ce truc-là. Et la personne, je dis, écoute, concrètement, est-ce que tu arrives à vivre avec... Enfin, tu vois, à un moment, il faut que tu ailles dans le budget de la personne parce qu'elle veut louer un truc, mais tu sais pas si elle a conscience que... est-ce qu'elle va être en faculté de le louer, quoi. Et c'est pour la protéger, elle. Et donc, moi, on m'a pas montré les comptes bancaires. Et à chaque fois, je vérifiais, OK, tu gagnes combien ? Et je vérifiais juste, je dis, OK, t'as combien de charges, t'as combien de trucs pour vérifier que la personne pouvait louer, quoi. Parce qu'il y en a certaines... Après, tu peux le demander oralement, mais tu peux pas lui demander qu'il te fournisse le document en fichier PDF ou autre. Après, tu as des locataires qui connaissent pas la loi et qui vont dire, OK, je te le passe. Mais tu peux pas l'exiger. Tu vois, si le locataire dit, non, j'ai pas envie, je veux pas vous le passer, tu peux pas lui exiger de communiquer ce document-là, quoi. Tu vois, moi, bizarrement, t'envoyer mon relevé de compte, ça me dérange beaucoup moins que t'envoyer ma feuille d'imposition ou ma carte d'identité. Tu vois, ça me dérange beaucoup, beaucoup moins, quoi. Ouais, écoute, c'est tu sais, nos chers élus qui font les lois, voilà, ça a été défini dans un cadre réglementaire. Enfin, toute la location en fait de longue durée, elle est réglementée. Donc il y a des choses que tu peux faire, d'autres que tu peux pas faire. À chaque fois, tu as des sanctions qui sont mises en place si tu débordes, si tu sors un peu des sentiers battus, quoi. Tu as 11 techniques pour identifier un faux dossier de location. Alors, dis-nous tout. Alors, donc, je te propose qu'on commence, qu'on regarde en fait les 5 pièces une par une. Ok. Donc, la première, c'est le justificatif d'identité, donc carte d'identité ou passeport. Ouais. Donc, le truc le plus simple à faire, c'est déjà de vérifier que la pièce, elle est toujours à jour. Donc, ça, c'est facile. Tu as une date de validité de la carte. Donc, ça se fait en 2 secondes. Ensuite, tu peux vérifier s'il n'y a pas eu une modification du nom ou du prénom, l'identité sur la carte d'identité. Alors pour ça, le gouvernement a créé en fait une police de caractère spéciale. Donc tu regarderas les voyelles, elles ont toutes une barre à l'horizontale. Ce qui fait que tu ne peux pas, même avec un logiciel évolué type Photoshop ou autre,
cette police de caractère n'existe pas, et donc tu peux pas reproduire la même typo, et donc ça va se voir. Si tu le fais, ça va se voir. Tu copie-colles. Ouais. Si tu arrives à avoir la même lettre à côté, tu copie-colles. Voilà. Mais sinon, ce type de police, elle n'existe pas. Donc ça, c'est quelque chose que tu vois. Alors là, il y a un exemple à l'écran. Tu pourras peut-être le mettre en image. Non, parce qu'en fait, toi, quand tu vois des faux dossiers, c'est des trucs comme ça. Parce que là, il faut se rendre compte qu'il y a effectivement une présentation de 2 cartes d'identité. C'est crade. Là, c'est mal fait. Là, il y en a un. Je me dis quand même, attends, je veux bien, mais tu vois, là, c'est écrit en gros, le mec, il a remplacé, je sais pas comment c'était quoi son nom, il a mis Benoît en gros en Arial 10 dégueulasse et il a mis un. En fait, c'est les modifications qu'il a effectuées, c'est en très net, alors que la carte d'identité est scannée, quoi. Là, ça se voit clairement. Mais l'idée, c'est juste de porter le regard sur les voyelles qui pourraient être utilisées, qui rentrent pas dans ce qui est fait aujourd'hui par ce que tu as sur les cartes vitales. Donc ça, rapidement, c'est un bon moyen. Après, tu peux avoir quelque chose qui est bien fait, mais au niveau des voyelles, c'est sûr que tu pourras pas limiter. Alors, il y a une autre chose sur la carte d'identité, je sais pas si tu as déjà remarqué, en dessous de ta photo, généralement, tu as une série de chiffres avec des petits signets. Ouais, j'ai plus de carte d'identité, ouais. Et ça, en fait, ce qu'on appelle, c'est la bande MRZ. Donc, c'est un terme un peu barbare, mais en tout cas, ça ça contient des informations. Et quand tu sais déchiffrer cette bande, ces informations, en fait, tu arrives à retrouver le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe de la personne. Donc, c'est un... Voilà, si la personne elle n'a pas pensé à modifier cette bande MRZ, parce qu'il faut avoir presque une encyclopédie pour la déchiffrer, la décrypter, elle va modifier que les éléments tangibles, nom, prénom, éventuellement la date de naissance ou autre. Mais sur cette bande ici où figurent les informations, c'est pas modifié. Donc ça peut être un recoupement que tu peux faire de ton côté. J'ai pas un site où je peux uploader un site d'état, où je peux uploader une photo, où je peux mettre le nom, prénom et date de naissance et vérifier la carte. Ouais, ils me font je sais pas quoi. Alors non, l'État, il devrait le faire. Et après, il y a des sociétés privées qui proposent des outils, mais c'est plus des outils professionnels pour le B2B. Tu vois, utilisés par exemple dans les banques où tu as besoin de véritablement avoir des outils assez puissants pour contrôler de façon automatisée les cartes d'identité, quoi. Les contrôles KYC, quoi. Les contrôles KYC. D'ailleurs, tu l'as aussi, maintenant, c'est de plus en plus, tu vois, tu prends des plateformes comme Airbnb. Maintenant, quand tu t'inscris sur Airbnb, que tu sois hôte ou passager, systématiquement, ils te demandent ta carte d'identité. Et en fait, elle est vérifiée. Il y a un double contrôle qui est fait. Donc, donc, tu prends en photo ta carte d'identité et en parallèle, avec ton téléphone, tu filmes ton visage. Et ça permet de vérifier que la carte que tu as dans ta main, c'est bien la tienne. Ce n'est pas une que tu as trouvée ou que tu as récupérée. Donc ça, c'est des outils qui sont réservés à des entreprises. Et pour le grand particulier, il n'y a pas ce type de... Surtout que ça coûte cher. Je crois que c'était entre 1 et 5 euros par KYC. Ouais, ça coûte assez cher. Nous, on va le mettre en place. On va utiliser les mêmes techniques qu'Airbnb pour contrôler l'identité des locataires et des propriétaires sur notre plateforme. Parce que la fraude, il y en a tout le temps eu. Et nous, on manipule quand même des loyers. Avec le prélèvement des loyers, donc on veut s'assurer qui est le locataire, qui est le propriétaire, et donc on va là aujourd'hui on utilise d'autres outils, mais là on va passer à des outils un peu plus puissants et qui permettent d'avoir un niveau de sécurité maximal, quoi. Là il y a sinon le justificatif de domicile, donc par exemple il y a une quittance de loyer qui est envoyée. Comment tu fais toi pour vérifier que c'est bon? Alors la chose la plus simple, c'est tout simplement d'appeler l'ancien propriétaire. Parce que ça te permet d'avoir 2 choses comme information. La première, c'est de t'assurer que la personne que tu as en face de toi, elle était bien locataire chez cet ancien propriétaire. Tu peux éventuellement lui demander comment s'est passée la location. Donc, quand ça se passe mal, généralement... On te le dit. On te le dit. Si la personne te dit non, mais c'est bon, pas de souci, ça s'est bien passé. Bon, ok, tu dis ok, il n'y a pas de souci. Donc ça peut être la première chose à faire. Donc, tu vois, quand je dis que ça prend un peu de temps, il faut passer un coup de fil, il faut demander des infos, mais c'est utile de le faire si tu veux vraiment sécuriser ta mise en location. Et pourquoi on fait tout ça? C'est tout simplement parce qu'une fois que tu as trouvé le locataire qui est en place, tu as signé le bail, tu ne peux pas le mettre dehors. Donc si tu t'es planté en amont sur tes critères, c'est dingue quand même. Le gars il est là pendant 1 an, voire 3 ans.
Ouais, mais c'est... Et tu peux pas le mettre dehors. Donc, C'est hallucinant. C'est hallucinant. Il y a un truc qui va pas. T'as un mec sur deux qui fait des faux dossiers. Du coup, en vrai, t'as un mec sur deux à qui tu loues où il y a un faux dossier. Enfin, tu vois. Et Après, tu ça peux veut pas dire qu'ils ne te paieront pas le loyer ou qu'ils sont tous malhonnêtes en soi. C'est Ouais, qu'ils ont eu besoin de ça pour se loger. Après, ils vont te payer les loyers, toi. Enfin, t'as un risque plus fort, mais c'est pas parce que tu prends, sans le savoir, un gars qui a fait un faux dossier, que tu auras forcément des problèmes. Parce que peut-être le gars, il a surestimé ses loyers, mais étant donné qu'il sait gérer ses dépenses, bon, il arrivera toujours à te payer. Et comme il veut garder l'appartement, il va bien l'entretenir. Donc, tu vois, c'est pas parce que tu gagnes 4, 5, 6 fois le montant du loyer ou que tu es un locataire irréprochable que tu vas rendre un appartement nickel, quoi. Ouais, bah surtout, j'ai vu le cas avec un gars. En fait, il gagnait très bien sa vie. Il louait, alors c'était pas moi, c'était, alors je sais plus qui avait ce cas-là. En gros, il gagnait, il bossait pour des grosses boîtes à l'international. Il gagnait très très bien sa vie, donc 10 20 000 euros, 20 000 euros par mois. Et il bossait pour une ambassade d'air. Et il avait loué un superbe appart dans le centre de Paris et tout. Je sais plus comment ça coûtait, 3 ou 4 000 euros par mois. Et à un moment, il payait pas, quoi. Et du coup, ils ont voulu récupérer l'argent, ils ont voulu voir qui c'était, mais en fait, ce gars-là, ses revenus étaient versés à l'étranger, étaient insaisissables. Enfin, tu vois, il a pas pu. Il gagnait très bien sa vie, mais c'est pas pour autant qu'il payait son loyer, quoi. Ouais. Non, mais il n'y a pas de. Généralement, moi, d'expérience, j'ai remarqué que ce sont les locataires qui sont le plus en difficulté financière, qui rament pour te payer le loyer, qui vont tout faire pour garder le logement. Et généralement, c'est de te payer dans les temps et de l'entretenir un minimum. Voilà, donc il n'y a pas forcément de corrélation entre ton niveau de revenu et ton engagement à rendre un logement propre, quoi. Donc dans le justificatif du domicile, donc tu peux appeler l'ancien propriétaire. Après, tu peux vérifier aussi des informations avec les réseaux sociaux. Tu sais, maintenant, les gens ils mettent leur vie sur Facebook, sur LinkedIn. Donc là, tu vois, si tu t'aperçois, moi systématiquement, je googlise en fait le locataire pour voir un peu ce qu'il fait, où il habitait, et généralement tu tombes sur le profil LinkedIn des personnes. Et là, sur le profil LinkedIn, tu peux déjà faire un premier check. Si sur sa dernière quittance, il y avait écrit qu'il habitait à Lyon et que tu vois qu'il a fait ses études, qu'il fait ses études actuellement à Paris, tu peux dire, mais c'est bizarre. Tu lui demandes, quoi. Voilà. Donc après, il faut toujours essayer de comprendre le sens des documents. Donc il ne faut pas forcément les refuser systématiquement, mais il y a toujours une explication. Voilà, donc recouper avec les réseaux sociaux, ça c'est important, ça je vous l'encourage à le faire systématiquement. Du coup, un contrat de travail, comment je vérifie un contrat de travail? C'est compliqué, ça. Ouais, c'est pas évident. Donc là, pareil, tu as un téléphone, tu appelles la société, donc tu tombes à l'accueil et tu juste te demandes si la personne travaille bien ici. Tu peux pas avoir plus d'informations que ça, mais au moins si au niveau de l'accueil on te dit non, j'ai personne d'enregistré à ce nom-là, ou la personne a quitté la société il y a 2 mois, là tu peux te poser des questions. Ensuite, tu peux vérifier la santé financière de l'entreprise dans laquelle travaille le locataire. Tu vas sur société.com ou Papers, peu importe, tous ces sites qui référencent en fait les bilans des sociétés, et tu regardes si la société n'est pas en liquidation judiciaire, par exemple. Tout simplement, l'idée, c'est de se dire, si la société est en bonne santé financière, elle n'a aucune raison de licencier prochainement ses salariés. Donc toi, c'est ce que tu recherches. Tu ne vas pas prendre quelqu'un qui risque de se faire licencier dans 1 ou 2 mois, quoi. Ok. Et en gros, là, il y a un cas que tu fais ressortir, c'est si le gars il est mandataire de la société. En gros, il peut se verser ce qu'il veut. Alors, oui, c'est plus ou moins vrai, quoi. Mais et en gros, tu t'indiques qu'il vaut mieux se fonder sur l'avis d'imposition. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Ouais. Alors, tu dois, je pense aussi maîtriser très bien le sujet. Quand tu es patron de société ou mandataire, tu verses le salaire que tu veux. Tu as un curseur, et même si tu veux faire un prêt bancaire, c'est aussi la grande règle du jeu où tu modifies en fait ton salaire un peu comme tu le veux. Donc tu peux pas forcément te fier sur le bulletin de salaire, parce que tu peux dire le locataire est mandataire de la société, donc il s'est mis le salaire qu'il voulait juste pour avoir la location. Donc tu recoupes cette information par rapport à l'avis d'imposition qui lui a un historique d'1 an. Donc tu vois, sur 1 an, tu vas pas
t'amuser à modifier. Généralement, tu le fais pour les mois en cours ou les derniers mois, mais pas sur un an. Voilà, donc recouper l'information du contrat de travail avec l'avis d'imposition, mais on le verra après par la suite, notamment quand on va regarder le bulletin de salaire. En fait, tout est un jeu de recoupement des documents les uns par rapport aux autres, et avec un point d'entrée qui est le salaire. Ouais, c'est ça, parce que en gros, tu peux pas. Alors, ça dépend de ce que tu peux vérifier, mais en gros, tu as ton bulletin d'imposition. Je crois qu'on le verra après, mais on peut contrôler certaines sommes du bulletin d'imposition de l'extérieur. De l'extérieur, tu peux le faire. Tu peux, pareil pour le bulletin de salaire, tu peux recouper les informations avec le contrat de travail, avec l'avis d'imposition. C'est pas compliqué, après, ça reste des maths. Mais là, si tu veux, on peut regarder sur le bulletin de salaire. Ouais, les différentes étapes. Il y en a plusieurs sur le bulletin de salaire et on va s'attarder un petit peu sur celui-là parce que comme c'est le document le plus falsifié, autant qu'on donne un maximum d'éléments et checkpoints pour éviter de passer à côté, quoi. Ok. Donc, comment on contrôle un bulletin de salaire ? Donc le premier conseil, la première chose que vous pouvez faire, c'est de contrôler les cumuls nets fiscales. Donc ça, ce sont les petites lignes qu'on retrouve tout en bas du bulletin de salaire. Donc généralement, lorsqu'une personne veut modifier, il va modifier que le chiffre écrit en gras, police 16, qui est ton revenu net. Et les personnes ne pensent pas à modifier le net fiscal. Donc là, c'est assez facile. Tu prends le net fiscal. Donc si on prend un exemple, tu as un bulletin de salaire du mois de juin, juillet, août. Tu prends le net fiscal cumulé du mois de juin. Ok, donc ça, c'est... Ça, pareil, là, on est en train de regarder un exemple, mais tu pourras mettre l'image en photo, cette illustration-là. Tu rajoutes le net fiscal du mois de juillet. Et le tout, ça doit être égal au net fiscal cumulé du mois de juillet. Et ça, c'est précis à la virgule près, parce que ce sont des logiciels comptables qui traitent cette information. Et donc ça te permet tout simplement de vérifier la cohérence entre les trois bulletins de salaire. Et c'est des choses, généralement, qui ne sont pas modifiées, puisque... voilà, tu vois, ça te passe un peu par au-dessus de la tête et tu n'as que le net que tu modifies, parce que c'est là-dessus généralement qu'on se base et qu'on prend notre décision, quoi. Ouais, surtout, faut tous les modifier. Oui, il faut tout modifier là. Et là, c'est compliqué, quoi. Parce qu'en gros, le net fiscal à déclarer, c'est tous tes salaires nets ajoutés pendant l'année. Le net fiscal cumulé, c'est tous ceux cumulés depuis le mois de janvier, voilà. Donc jusqu'au mois de décembre. Et après, c'est un net fiscal imposable, c'est celui que tu vas retrouver sur ton avis d'imposition. Donc c'est ta base imposable, c'est là-dessus que tu vas être imposé. Et donc ça, oui, c'est C'est retraité, hein, parce qu'il y a quand même il y a les questions de CSG, CRDS. En fait, c'est pas exactement... En fait, ça dépend quel est le logiciel qui fait les bulletins de salaire, parce que les calculs sont pas forcément tous affichés. Enfin, il faut bien comprendre ce que veut dire chacun des deux. Mais en fait, il y a son net fiscal, mais qui n'est pas forcément la même chose que ce qu'on va déclarer concrètement. Parce qu'il y a déjà des ajustements. C'est-à-dire, dans son bulletin de salaire, on paye déjà des choses qui sont après... En fait, quand on va déclarer ses impôts sur le revenu, on va reprendre une ancienne fiscale qui est généralement un peu plus élevée que son net fiscal. Parce qu'il y a des taxes qu'on va retraiter, on va être réimposé dessus, en fait. Oui, alors ça, c'est effectivement au niveau de l'avis d'imposition. Effectivement, il peut y avoir des ajustements mais sur le bulletin de salaire, ça reste des additions d'un mois sur l'autre d'un bulletin de salaire. Donc, on retrouve toutes les infos, quoi. Donc, normalement, voilà, ça, c'est quelque chose, tu vois, c'est pas compliqué à chaque fois à faire, mais il faut juste savoir quoi faire. Après, tu as une deuxième étape, tu peux contrôler les revenus bruts, c'est ça ? Ouais, alors là, le revenu brut, pareil, tu as besoin d'avoir le contrat de travail. Donc, tu prends le contrat de travail où tu as ton brut annuel, obligatoire, qui figure dessus. Et tu prends le salaire brut qui figure sur ta feuille de paye, tu multiplies par 12. Donc, tu dois retomber sur tes pattes. Ouais. Donc, ça te permet de corréler les bulletins de salaire avec le contrat de travail. Ouais, alors généralement, il y a quand même pas mal d'ajustements là-dessus. En fait, ce truc-là, c'est un peu compliqué parce que déjà, ton salarié, tu peux avoir des augmentations par rapport au contrat de travail. Après, tu as potentiellement t'as des mutuelles. Tu vas avoir tu vas avoir un certain nombre d'éléments, même des congés. Enfin,
Ça dépend comment c'est affiché sur le bulletin, mais je pense que faire ce calcul-là, à mon avis, il est très dur pour trouver un truc exact. Alors, après, ce qu'on cherche à regarder, c'est des ordres de grandeur. Tu vois, on n'est pas forcément à dizaines d'euros près. Ok, c'est pour un truc, on se dit le mec, il fraude à 1000 balles, quoi. Voilà, si tu vois qu'il y a tu vois, même si tu as augmenté ton salaire de 400 euros par mois, ça te fait quasiment 5000 euros à l'année. Donc toi, ça commence à être assez important. Donc là, tu le verras parce que on cherche en fait les distorsions que tu peux avoir en fait. Après, effectivement, il faut tenir compte du 13e mois, il faut tenir compte des primes, etc. Donc ça dépend le bulletin de salaire qui t'est fourni. Puis l'augmentation, tu vois, 400 balles, ça va vite, hein. C'est 400 balles. Plus 400 euros par mois, c'est une traite. Après, ça dépend de combien tu pars, quoi. Ouais, voilà. Parce que tu vois, tu prends un salaire à 2000 euros, même si tu prends. mais tu fais du 7-10%, tu sais, avec l'inflation et tout. Ouais, 10%, c'est énorme. 7 même 7. Tu vois, cabinet de conseil, tu fais 7, hein, 7-10%. 7, ça te fait 105. Tu vois soit ça te fait 140 euros. Ouais, mais 2 ans. Hein par mois. Oui, mais tu fais ça en 2-3 ans. Tu vois oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, tout à fait. Et en plus, tu as ça, et puis tu vois, ça, c'est ton augmentation, on va dire, classique. Et après, tu changes de poste. Après, tu n'es peut-être pas augmenté tous les ans de 7%. Mais là encore, si tu constates une anomalie, c'est à toi d'aller poser la question au locataire. Tu vois, ça se trouve, c'est normal parce que tu as été augmenté 4 fois, ou tu as eu des primes, ou je sais pas quoi, tu as eu un truc exceptionnel. Mais dès lors que le locataire peut argumenter, peut expliquer, ok. Fine, il n'y a pas de soucis. Tu fais une vraie due deal de salarié, là. J'ai l'impression que tu es en train de faire. Alors, pour tous ceux qui veulent racheter des boîtes, c'est très bien. Parce que, grosso modo, on fait exactement la même chose. On fait la même chose sur le bulletin de salaire. On fait la même chose quand on analyse la boîte. On fait une due deal de l'entreprise. Et en fait, ça revient exactement. C'est la même logique. En fait, à un moment, on va essayer de revoir là où sont les grosses sommes. Et on va essayer de faire des calculs en croisé, assez simplement entre différents documents pour vérifier si ça marche. Donc, si le mec il te dit. Ouais, j'arrive à servir, à avoir 100 clients par jour. Tu te rends compte qu'il faut un salarié peut traiter 10 clients. Tu te rends compte que tu n'as que 2 salariés. Il y a un moment, tu te dis, bon, il y a un petit problème. Et ça, en fait, tu vas le voir. Pourquoi ? Parce qu'il ne va peut-être pas te dire ça, mais parce qu'il achète un nombre de stocks qui lui permet de traiter 100 clients par jour. Tu n'auras jamais dit qu'il peut faire 100 clients par jour. Mais quand tu vas retraiter les stocks des pièces achetées, tu te rends compte que c'est 100 clients par jour. Et après, tu vas te dire, tiens, ça ne marche pas. Et à la fin, il va dire, ah ouais, non, mais en fait, c'est parce que dans les stocks achetés, je ne sais pas quoi, et en fait, il a une filiale, il refile les stocks achetés. Retraité. Et en fait, on est obligé de passer par tous ces éléments-là, quoi. Après, tu parlais de société ou d'entreprise. Voilà, la personne qui fait de la location, il a sa mini-entreprise. Quoi. Tu vois, tu fais de la MNP, on te demande bien de t'immatriculer, donc d'avoir un numéro de SIRET. Donc, je trouve que la comparaison, elle est pas déconnante. Et oui, tu fais le gars, il va être là pendant 1 an, voire 3 ans. Donc, c'est normal que tu prennes un petit peu de précaution et que tu fasses des recherches. Mais ça prend un petit peu de temps. Donc, tu vois, je comprends qu'il y a... Tu as un propriétaire sur 2 qui n'a pas envie de passer 10 minutes, un quart d'heure sur un dossier et qui se dit non, mais lui, locataire, il a une bonne tête, je le prends et c'est parti, quoi. Ouais, surtout que tu vois, là, j'ai un peu changé, même dans mes colocs ou même quand je loue mes appartements en direct, parce que j'ai récupéré des choses qui étaient gérées avant là. Et en fait, je mets un cadre beaucoup plus fort, tu vois. Je dis directement à la personne, vas-y, quoi. Tu vois, genre, je lui dis, voilà, à la limite, je dis aux personnes dans les colocs, j'ai mis un endroit, j'ai mis ici, c'est pour les chaussures, tu vois. J'ai mis un endroit, et là, quand vous rentrez, vous mettez. Chez vous, comment ça se passe ? Est-ce que vous mettez vos chaussures à l'entrée ? T'as tout processé. Et j'ai tout processé, et en fait, je suis très clair avec les gens, tu vois. Si je vois un truc qui va pas, moi, je suis plus dans une phase où j'ai absolument besoin de louer tout de suite. Je préfère dire non à plein de gens, et après, je prends quelqu'un et je vérifie. Alors après, il faut avoir les critères, ça va avec l'expérience, mais tu vois, je vérifie que je vais pas avoir de problème, parce que une fois que tu as des problèmes avec des gens, tu vois, dans les colocs, c'est eux qui vont te faire partir toute une coloc, ou tu vas récupérer un appartement dégueulasse, ça va te coûter, ça dépend de ta taille de ton appart, mais 5, 10, 20 000 balles de le refaire, tu vois. Et il faut absolument pas, parce que si le cadre n'est pas fixé, là par exemple, les personnes qui font les faux dossiers, je pense qu'il y en a même certaines ne se rendent même pas compte de ce qu'elles font. Et je pense qu'elles ne se rendent même pas compte que demain, elles vont avoir un loyer à 1000 balles, par exemple, ou à 2000 euros. Et ça se trouve, elles gagnent 1500 balles. Et en fait, elles ne se rendent pas compte qu'elles n'ont pas le moyen pour louer l'appart. Et après, elles vont se retrouver dans une situation où elles ne pourront pas vous payer. Et elles vont vous dire « Ah ben non, mais je ne peux pas payer. Comment ça se fait que le loyer, il est si cher, etc. » Alors que ce n'est pas de ta faute. En fait, c'est pas, le loyer a été expliqué depuis le début. Et en fait, n'ont pas pris conscience ils prennent pas conscience de l'implication que ça a de... 1, ok, 1000 euros, c'est peut-être...
je pense que c'est beaucoup. Si tu sais pas gérer tes dépenses, tu peux vite te faire déborder. Ouais, et puis t'as pas que ça. Disons que tu as 1000 euros et si après tu dois rajouter ton électricité, ça peut être 100, 200 euros par mois. Tu rajoutes, je sais pas quoi, ta mutuelle, machin. Enfin, à un moment, il faut se rendre compte que c'est des sommes. Si les gars, ils arrivent à tricher, ils se rendent pas compte du fonctionnement et le lendemain, comme les premiers, en fait. Les premiers qui louent, c'est ça le problème aussi avec les étudiants au tout début. Sauf quand les parents sont bien derrière, mais c'est qu'ils se rendent pas compte. Ouais. Parce qu'ils partent. Alors, le problème des étudiants, c'est la première fois qu'ils habitent dans un logement, déjà, ils se rendent pas compte de ce que ça veut dire habiter dans un logement. Donc, par exemple, on parlait des états des lieux. Avec l'appartement, il faut bien le rendre dans le même état. En fait, ils savent pas. En fait, on est obligé d'éduquer. On est obligé d'éduquer nos locataires. Parce qu'ils se rendent pas compte. Pareil, vous avez alors, je pense qu'on n'a pas le droit de demander si des locataires ils fument. Mais un locataire qui fume, le gars il reste 7 ans dans votre appart, allez-y, s'il fume dans votre appart. Tu refais la tapisserie, quoi. Voilà. Et puis on disait aussi les talons ou les soirées. À un moment, en fait, il y a plein de choses, on n'a pas le droit de les demander. Mais moi, sincèrement, je dirais, concrètement, je dirais, je mettrais les pieds dans le plat, tu vois. Je dirais, bon bah. Mais il faut pas hésiter à le demander. Et puis ça fait partie des éléments subjectifs de critères de décision. Quand tu fais la visite avec la personne, tu vois si pendant qu'elle est en train d'attendre dehors, elle est en train de fumer ou pas. Tu vois si elle arrive à l'heure. Tu peux très bien lui glisser bon, j'ai pas de cendrier dans l'appartement, ça vous gêne pas. Tu vois, tu peux, sans forcément lui demander explicitement si elle fume ou pas ou si elle a des animaux de compagnie, mais tu peux un peu la tester et puis tester un peu son comportement. Donc ça, c'est autant important que de vérifier ce qu'on fait, la vérification des dossiers. Donc là, on regarde un peu des critères objectifs, mais tout le reste, oui, il faut. Et moi, je le fais aussi, et je demande aussi, tu vois, où est-ce qu'elle va travailler, dans quel lieu elle va étudier. Ouais, ce qu'elle fait, quoi. Tu lui demandes ce qu'elle fait tu t'intéresses un peu pour voir vérifier si le truc, elle me dit, bah ouais, je suis à 1h15 en transport pour aller sur mon lieu de travail. Bah, je sais qu'elle va pas rester, parce que taper 2 heures de transport, c'est fatigant, donc elle va chercher quelque chose de plus près. La personne qui me dit, ouais, mais il me faut absolument un parking, et que je sais qu'il y a ces galères pour se garer. Bon, bah, je présume que ça va la saouler, qu'elle va dire, ok, je peux pas me garer, j'en ai marre, j'ai trouvé quelque chose d'autre à côté. Donc c'est aussi essayer de comprendre les raisons qui vont faire que le locataire va partir. Ouais, c'est à toi d'avoir plus de conscience que ton locataire, en fait. Donc une fois que tu t'es posé les bonnes questions en disant pourquoi, quelles sont les causes qui feront que tu partirais demain, parce que mon travail, j'ai plus du temps de transport, parce que je peux pas fumer dans l'appartement, parce que je peux pas avoir mon chat, parce que j'ai pas de place de parking, je sais pas quoi, parce que je suis un peu trop short au niveau de mes revenus. Ça, je pense qu'il faut le prendre en considération et te dire, est-ce que c'est le bon locataire ou pas, est-ce que tu veux t'engager avec lui ou peut-être voir d'autres dossiers qui auront peut-être moins de contraintes à partir, quoi. Ouais, exactement. Moins de facilité pour partir. Sur les contrôles des revenus nets, là, tu as ressorti des règles de calcul grosse comptable. masse. Ouais, donc ça, c'est pareil. Là, l'idée, c'est de retomber un peu sur nos pattes. Donc, ce qu'on disait, c'est que le salaire net, c'est celui qui va être modifié sur le bulletin de salaire. Donc là, l'idée, c'est de prendre le brut. Donc le brut, soit on le récupère sur le contrat de travail, soit on le récupère tout en haut, la première petite ligne, c'est le brut sur le bulletin de salaire. Et en fonction du statut du candidat, par exemple, si tu es non cadre, tu multiplies le salaire brut par 0,75 et tu obtiens le salaire net. Donc ça te donne des ratios. Et voilà, quand je dis, c'est pas forcément à l'euro près, mais ça te permet d'avoir des ordres de grandeur. Si tu es cadre, le ratio n'est pas le même. Il faut multiplier le salaire brut par 0,78 pour avoir le salaire net. Et si tu es fonctionnaire, il faut multiplier le brut par 0,85 pour avoir le salaire net. Voilà. Après, il y a les indemnités, ce genre de choses que tu rajoutes à côté, si tu as des indemnités ou des remboursements de frais de transport au déjeuner, donc ça, tu peux les rajouter en plus. Mais au moins, ça te donne les ordres de grandeur, et là, ce qu'on cherche à analyser, c'est des ordres de grandeur, quoi. Ok. Après, les écarts. Encore d'autres contrôles. Étape 4 sur le bulletin de salaire. Oui, tout à fait. Alors, contrôler le revenu net imposable. Donc là, c'est pareil, il faut récupérer l'avis d'imposition. Et tu prends le revenu net sur le bulletin de salaire, tu le multiplies par 12 et ça doit correspondre à peu près au revenu imposable c'est ça. C'est ce dont on disait tout à l'heure. Tu as sur ton avis d'imposition. Voilà, donc là on est encore sur des grandes masses, c'est pas à 100, 200, 300 euros près, mais si le gars il a voulu tricher, il va y avoir des plus gros écarts, quoi. Ouais, parce qu'en fait... Parce que tricher pour 100 euros, enfin tu vois, il n'y a pas trop de risque, mais tricher pour plus de 1000 euros par mois, là tu prends un risque, quoi. Ouais, c'est ça, parce que là, facilement, il y a 10% d'écart en fonction des frais, en fonction de différentes choses. Il y a et en fonction en plus des... Ouais, alors ça se... Non, parce qu'après, c'est... Ok, non, c'est... Ok, donc 10% d'écart facile, ouais.
Après, il y a contrôler la date d'entrée. Donc là, la date d'entrée, pareil, sur le bulletin de salaire, tu as la date de début d'activité à recouper avec l'information qui figure sur le contrat de travail. Voilà. Et là, tu demandes une attestation employeur. Et ça, c'est smart. Donc, attestation employeur, c'est... Elle est à jour normalement. Elle est à jour, ouais. donc là à jour il y a une semaine. Oui, j'atteste que telle personne. Donc ça, c'est aussi assez fort parce que tu as une information à jour et pas un contrat de travail qui date de 5 ans. Tu vois que tu as ressorti. Ouais, ça peut changer, quoi. Étape 6, contrôler le numéro de sécurité sociale. Donc, OK, donc ça s'affichait effectivement sur le bulletin de salaire. Voilà, donc ça, pareil, l'idée, là, tu peux recouper le bulletin de salaire avec la carte d'identité. Donc là, on part du principe que la carte d'identité, elle est plus ou moins fiable puisque c'est compliqué à falsifier. Et donc sur le bulletin de salaire, tu as le numéro de sécurité sociale qui figure normalement. Et donc là, il y a une grille de lecture pour déchiffrer le numéro de sécurité sociale. Donc par exemple, le premier chiffre, le 1, c'est un homme. Le 2, si c'est une femme. Les 2 chiffres qui suivent, c'est l'année de naissance. Ensuite, tu as le mois de naissance. Après, tu as le département de naissance. Donc ces informations-là, tu peux les recouper avec les informations qu'il y a sur la carte d'identité, par exemple. Donc, Okay. tu vois, quand on dit que tous les documents sont liés, là, ça fait pas mal de documents qu'on mixe et qu'on recoupe. Voilà, donc c'est un peu un jeu détective. Je vois bien. Hein. Après, contrôler les saisies sur salaire. Alors oui, effectivement, tu peux Alors, je sais avoir pas si tu as déjà eu des candidats comme ça, toi, qui t'en es aperçu, qui avaient des dettes, hein, tout simplement. Alors non, je m'en suis... Alors, est-ce que j'ai... En fait, j'ai jamais vu cette ligne, déjà. Donc, est-ce que c'est parce que il y en a jamais eu ou est-ce que je l'ai jamais vu? Je ne sais pas. Bon, faut dire que c'est une petite ligne, hein, qui est cachée entre les charges CSG, les cotisations salariales, les prévoyance mutuelle, etc. Et après, ça dépend de l'intitulé. Bon, là, dans l'exemple, c'est saisie, arrêt, tribunal. On sait quoi, ça? C'est que le locataire, il a des dettes qu'il ne peut pas les payer. Et donc, il y a une procédure judiciaire à son encontre où le juge a ordonné une saisie sur compte bancaire ou sur salaire. Ok. Donc là, tu vois, dans l'exemple, on lui a saisi, bon, c'est pas grand-chose, mais c'est 156 € qui lui ont été pris. Alors peut-être que c'est tous les mois. Tous les mois, il va... Mais en tout cas, voilà, donc ça, c'est important de regarder ces petites lignes. Tout simplement, ça te permet de mesurer la santé financière du candidat, quoi. Tu vas pas prendre un candidat qui a des dettes, parce que s'il a déjà des dettes à la conso ou pour sa voiture qu'il a achetée ou je ne sais quoi, le loyer, ça va peut-être pas être sa priorité pour te payer le loyer dans les temps, quoi. Comment ça se passe quand... Moi, par exemple, je suis gérant d'une boîte, j'ai un de mes salariés, et là, je reçois un courrier des impôts qui me dit, les impôts m'appellent, enfin les impôts, l'URSSAF m'appelle, qui m'appelle pour me dire que le mec, il est saisi parce que... L'employé, il le sait pas, enfin le patron, il le sait pas. Hein. Ça, c'est confidentiel, ça figure sur le bulletin de salaire. Ah, mais si, oui, mais ton bulletin de salaire, c'est moi qui le fais, en tant que dirigeant d'entreprise. Bonne remarque. Je sais pas, après le patron, il peut très bien dire, peut-être que c'est un très bon employé, tu vois, il bosse bien, il arrive toujours dans les temps, il est consciencieux. Après, peut-être qu'il a des dettes qu'il peut pas rembourser parce que, il joue au casino. Je sais pas. Ouais, à mon avis, ou une pension, c'est peut-être un procès perdu. Hein, peut-être, une pension alimentaire ou autre. Alors, comment vérifier à coup sûr l'avis d'imposition? Est-ce qu'on peut le vérifier à coup sûr? Alors, l'avis d'imposition, donc ce qu'il faut regarder, c'est donc le net imposable. Hein, donc, c'est la première ligne. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Donc maintenant sur les nouveaux, enfin oui, ça date de ça fait un an. Sur les avis d'imposition, maintenant tu as un code 2D qui te permet de vérifier déjà que les informations qui figurent sont bonnes. Donc là tu prends ton téléphone, tu scannes le code 2D qui est sur l'avis d'imposition et ça te permet de vérifier que ce qui est écrit sur le document, ça correspond bien à ce qui est enregistré au niveau du centre des impôts. Donc ça peut être une première solution si tu veux le faire par toi-même. Mais ça vérifie quoi? Ça vérifie tout? Non, ça vérifie juste en fait, tu saisis le numéro. Alors, il y a deux façons de faire. C'est soit en scannant le code 2D ou soit en saisissant le numéro fiscal. Et en saisissant le numéro fiscal, ça te donne tu as deux choses à saisir. Tu as le numéro de l'avis. Donc là, l'avis d'imposition, tu as un numéro dessus. Et le numéro fiscal. Et avec ces informations-là, on te donne le revenu
imposable, le revenu net fiscal qui sert de base d'imposition. Donc la totalité des revenus du gars. C'est une ligne, hein. T'as pas le détail, hein. Ça te donne juste un chiffre. Donc le gars, s'il gagne 50 000 de revenus, plus, de revenus de salaire, plus 50 000 de revenus fonciers, t'as 100 000, quoi. Ouais, on te donne le net fiscal, tout à Ok. fait. Donc ça peut être une première piste pour le faire. Voilà. Et donc ce qui permet de s'assurer que les revenus sur le bulletin de salaire n'ont pas été modifiés, puisque normalement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a une corrélation entre les bulletins de salaire et l'avis d'imposition. En vrai, ça dépend jusqu'où tu vas, mais faire ce truc-là, ça te prend 30 minutes au moins. Ouais, je disais 15 minutes, mais... Non, parce que tu vois, moi, ce que je vais faire, c'est j'ouvre mon tableur Excel, là, tu vois, je prends ces bulletins de salaire. Bon, s'il y a une erreur dès le début, tu vois, c'est un peu comme un prof, tu vois. Ouais. Tu ouvres la copie, on te rend un truc de 30 pages, là. Tu ouvres, tu vas au milieu, tu regardes la page, tu vérifies que le mec, tu dis 2-3 phrases, tu vérifies que tu vois, si tu rends compte que c'est de bonne qualité à ce moment-là, Ouais. tu dis bon... Tu fais un contrôle de masse, quoi. Voilà, tu fais un contrôle de masse et tu dis bon, ce truc-là, le mec il écrit bien, je suis assuré que le mec réussisse à peu près bien. T'ouvres le truc au milieu, le gars c'est n'importe quoi, il y a des erreurs. Enfin, tu vois, t'ouvres la pièce d'identité ou le troisième bulletin de salaire, tu vois que le mec il a mis 4 000 € en gros. Là, c'est mieux que bon. de rien faire, parce que là, c'est mieux que rien faire, mais exclure c'est facile, tu vois. Enfin, quand c'est le gros truc, mais si tu veux vraiment, le mec est un peu smart. En même temps, tu me diras, si le mec il est vraiment smart pour tout bien te faire, peut-être qu'il mérite ton logement, tu vois, je sais pas. Ou sinon, ok. Du coup, toi, avec Monsieur Hugo, t'as ça, c'est ça? Ouais, donc là, on a vu un peu la théorie. Donc tu vois, c'est long, même toi tu le dis, c'est long, et je comprends qu'il y en a que les gens ça les saoule un peu de le faire, surtout quand tu reçois des dizaines. Donc nous, on a mis en place sur Monsieur Hugo, donc sur la plateforme là, un système antifraudeur. Donc c'est un outil où le locataire il dépose l'ensemble de ses pièces justificatives. Et automatiquement, ça va être analysé derrière par notre partenaire. Donc, on a mis en place un partenariat avec le ministère du Logement. Donc, les deux plateformes, la nôtre et celle de l'État, communiquent ensemble et on leur envoie les pièces justificatives du candidat. Il y a des algorithmes qui ont été développés et qui sont assez puissants. C'est pas des petites mains derrière qui vont vérifier. Mais attends, mais si le ministère du Logement, il chope que c'est faux, qu'est-ce qu'ils font eux ? Ah bah en fait eux donc ils nous avertissent, ils nous disent là il y a un souci sur le dossier, donc nous on avertit le propriétaire que le dossier n'a pas pu être certifié. Après on donne pas les raisons et la finalité c'est que le locataire explique la raison de la pièce qui est refusée. Tu vois, on laisse toujours peut-être que je sais pas, il s'est trompé, il a chargé l'avis d'imposition qu'il y a 3 ans ou il y a eu un problème. Donc le locataire il a la possibilité de discuter via notre chat, via la personne qui est en charge de la validation de son dossier. En fonction des échanges qui sont faits et des documents qu'il va fournir, c'est binaire, soit c'est validé, soit c'est rejeté. Mais ils attaquent pas, le ministre du Logement, ils attaquent pas. Non, ils sont pas là pour juger, hein. Ils sont uniquement là pour contrôler les 5 documents qu'on a listés. Et il y a un dernier niveau de contrôle, et ça, je trouve que c'est vraiment super intéressant, qui a été mis en place, c'est le contrôle du salaire. Donc le salaire qui figure sur le bulletin de salaire, il est contrôlé, mis en cohérence par rapport à celui enregistré au niveau du centre des impôts. Donc c'est-à-dire que tu peux pas frauder les impôts. Donc si toi tu files des bulletins de salaire que tu as falsifiés et qu'au niveau du centre des impôts, les revenus déclarés et enregistrés chez eux, tu as un écart, ils vont dire non, désolé, ça ne marche pas. Okay. Merci de nous expliquer pourquoi il y a un écart. Soit le locataire il est capable d'expliquer, je sais pas, il a une énorme prime, il a changé de boulot ou tout ce que tu veux, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. S'il n'explique pas, et généralement ceux qui fraudent, ils ne vont pas justifier, quoi, ils se sont fait prendre, à ce moment-là, tu ne vas pas forcément retenir ce candidat, quoi. Et le contrôle, il est fait dans la journée. Donc là, donc on peut, en ce moment là, on est au mois de juin, on a plein de demandes. Donc les dossiers sont vérifiés à la queue leu. Donc c'est automatisé. Donc ça t'évite de passer 15 à 20 minutes par dossier. Tu as un résultat qui t'est communiqué aussi sur ton compte Monsieur Hugo, où on te donne le statut du contrôle, en cours de contrôle, dossier validé par l'État ou dossier non conforme ou non certifié. Et lorsque le dossier il est validé, tu peux ensuite te dire ok, je vais peut-être travailler avec ce locataire parce qu'il m'a plu, parce que
Après, tu as des critères subjectifs qui rentrent en jeu. Mais au moins, nous, l'objectif qu'on avait avec M. Hugo, c'était de mettre à disposition un outil d'aide à la prise de décision basé sur des critères objectifs. Et ça, c'est important parce que ça t'évite de mettre le nez dedans. Soit tu n'as pas envie de te farcir la théorie et de le faire à la main. Là, tu le fais faire de façon automatisée. Donc, c'est un gros gain. Ça va devenir une base à force. Hein. Ça se trouve, ça va devenir une base. Ça. Enfin, tu vois, des KYC automatiques. À terme, ça va devenir la norme du marché, tu vois. J'aimerais bien qu'il y ait après qu'on aille un peu plus loin, qu'on arrive aussi à mettre qu'on arrive à noter les locations. Suite au départ d'un locataire, est-ce que la location s'est bien passée? Oui, non, pourquoi? Enfin, tu vois qu'on arrive aussi à aller... Mais des deux côtés, côté locataire ou propriétaire, parce que tu peux aussi avoir des taudis, pour dire qu'ils font rien. Pour le moment, on est loin. Mais au moins, ça te permet déjà de sécuriser tout le processus de mise en location. Parce qu'une fois que le locataire t'a signé le bail, après, il est là pendant 1 an et il n'y a que lui qui peut décider quand il part, pour faire simple. Et là, par exemple, tu as des chiffres en live du nombre de dossiers qui passent pas en ce moment? Tu les regardes? Moi, je sais pas, j'aurais ta boîte, je regarderais. Tu vois. On donne pas les raisons. Oui, mais toi, les chiffres, tu les vois à peu près en pourcentage? Ouais, on a quasiment, c'est à peu près ça, un dossier sur 2 qui est pas refusé, mais qui est... Il y a un problème quoi? Incomplet Ouais, incomplet, pas validé du premier coup, parce que soit il manque un truc, soit le document était pas bon. Donc ça veut pas dire qu'ils sont falsifiés, mais en tout cas, c'est pas aussi simple que ça, tu vois, de fournir un bon dossier. Oui. Et voilà, et pourtant, c'est ce qui est exigé par le propriétaire. Et alors, peut-être que nous, on a moins de locataires fraudeurs sur la plateforme, tout simplement parce que quand le locataire il dépose son dossier, on lui précise qu'il va être vérifié. Donc si moi j'ai fraudé mon dossier, tu vois, je me suis amusé à tout falsifier, jamais je vais déposer mon dossier sur une plateforme qui me dit attention, je vais regarder. Je vais le déposer au ministère du Logement, mon gars. Je vais regarder. Donc tu vois, donc c'est comme si tu veux un entonnoir, c'est un filtre naturel. Donc les locataires qui sont sur la plateforme Monsieur Hugo, c'est démotivé, ils sont chauds quoi. Ils vont tout déposer bien, correctement pour être sûr d'avoir le logement. Et ceux qui ont des trucs à se reprocher, ils vont pas y aller quoi. Ils vont dire non mais je te donne mon dossier de la mano à la mano ou je passe pas par le site ou je postule pas quoi, tout simplement quoi. Bonjour, on a fait un bon tour là. Écoute, une petite heure, c'est... je pense que c'était pas mal. Je pense que c'est bien effectivement sur les faux dossiers de regarder comment ça marche. S'il y a un outil qui marche automatiquement, à mon avis, c'est quand même pratique. Top. Est-ce que tu vois un dernier élément rajouté? Peut-être un mot important pour conclure, c'est penser à prendre le temps de vérifier un dossier. Soit vous avez le temps et vous le faites manuellement comme on a vu, soit vous utilisez un outil comme Monsieur Hugo qui va faire la vérification pour vous. Mais voilà, vous jetez pas sur le premier venu tout simplement pour dire j'ai trouvé un locataire chouette, je vais avoir des revenus qui vont tomber tout de suite. Ok, mais ça se trouve c'est pas le bon locataire. Donc vaut mieux perdre quelques jours de plus, quitte à prendre un bon locataire qui va rester là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, que de se précipiter sur le premier venu et tu pourras pas le mettre dehors. Voilà, donc j'espère que là, à travers ce podcast qu'on a tourné ensemble aujourd'hui, l'idée c'était aussi de faire prendre conscience qu'il y a des faux, qu'il y en a de plus en plus de faux et c'est limite devenu la règle aujourd'hui pour se loger. Voilà, donc c'était aussi un peu notre rôle d'avertir qu'il y a des choses à faire et qu'il y a des outils, ou même il y a un guide, j'ai aussi écrit un guide là-dessus que tu pourras partager, ou qui reprend un peu dans le détail tout ce qu'on a vu aujourd'hui, pour ceux qui veulent vraiment potasser et le faire par eux-mêmes, quoi. Merci beaucoup, puis je te dis à très vite. Mais écoute, merci à toi Victor. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.